Bonjour Sophie, Bonjour François-Xavier. ça me fait très plaisir de faire cette rencontre avec toi, Moi également, parce que ça fait plusieurs années qu'on essaie de se rencontrer, c'est et vrai. là, on peut se rencontrer, c'est génial pour faire cette Merci interview, pour ton invitation. avec plaisir. Euh, Tu es médecin urgentiste, tu es autrice, tu as écrit 2 livres chez Mama Édition sur de l'urgence à la conscience et de l'invisible et à tout le monde, et qui a été publié chez Mama dernièrement. Je veux juste un peu commencer par qui tu es, Sophie, en finale, dans l'exploratrice de la conscience, entre la femme médecin et la femme aussi que tu es. D'accord, alors c'est toujours très délicat de se définir parce que c'est toujours incorrect, mais on pourrait dire pour faire une présentation que effectivement je pourrais employer les mots suivants, que je suis médecin spiritualiste, c'est-à-dire que je viens de ce monde médical, sachant que je n'exerce plus la médecine d'urgence, mais je viens de ce monde médical qui initialement s'intéresse à la vie d'un point de vue biologique, organique, d'observation extérieure, dans une structure assez matérialiste, pour finalement devenir cette exploratrice de la vie immatérielle, et avoir un regard sur la réalité qui maintenant est très différent puisque mon expérience, c'est que avant toute autre chose, la vie est immatérielle. Et avant que nous soyons cette organicité et cette manifestation physiologique et physique, il y a ces dimensions de l'âme, de l'être et de la conscience qui les sous-tend. Moi, je voudrais revenir sur ton premier livre, sur de l'urgence à la conscience, parce que il y a vraiment un passage qui est vraiment important, c'est le fait où d'un coup, tu avais une maladie, tout ton corps physique était dans la douleur, très, très douloureux. Et du jour au lendemain, tu avais une consultation et tu as dit du jour au lendemain, tu as dit stop, j'arrête les antidouleurs, je veux travailler par moi-même et se révéler. C'est vraiment un choix que tu as fait et quelque chose de fort. Est-ce que tu peux nous en raconter un peu plus sur cette décision que tu as prise d'un coup à ce moment-là? Parce qu'il y a eu vraiment, quand on dit ces mots, il y a vraiment une force qui est en toi qui est d'un coup qui dit stop à tout ça, quoi, hein. Oui, exactement, et j'aime bien comment tu poses la question parce que ça permet de relever que effectivement c'est cette force qui dit non. C'est pas moi, enfin moi pour ce que je crois être moi à l'époque, c'est-à-dire avec, le raisonnement, les apprentissages, la manière que j'ai de diriger ou de décider ce que devrait être ma vie. Cet endroit-là ne prend pas de décision. Par contre, l'endroit de la santé en moi, l'endroit de la conscience, de la force de vie, de la connaissance brute, s'exprime avec tellement de puissance que je ne peux pas l'ignorer. C'est-à-dire que c'est un on la situation, c'est qu'on me propose un nouveau traitement qui est, ce qu'on appelle très invasif, dans lequel il faut que je me fasse opérer. C'est assez lourd et les suites s'annoncent vraiment pas joyeuses et tout en moi crie absolument non. Il est hors de question, que j'aille essayer comme une conscience que là, c'est vraiment me mettre dans une voie de garage et de perdition définitive et que c'est maintenant ou jamais. Donc ça s'exprime avec, de façon très catégorique, et ça va me faire sortir du coup de ce circuit et de ce milieu que je connais bien, qui est celui de la médecine et en quel j'ai foi et confiance, hein. Je suis pas du tout, initialement moi, je suis très convaincue, hein, de cette, pratique. Mais c'est tellement puissant que, voilà, ça va redistribuer absolument toutes les cartes. Et et de cette immobilité, qu'est-ce que tu as compris au final de cette conscience, de cette immobilité de ton corps physique? Parce que quand on lit le livre, il y a vraiment, tu décris, ce passage-là où tu presque prenais un taxi pour aller voir, un hypnotiseur, je crois, et donc c'était, vraiment, l'immobilisme que tu étais là, dans ton corps physique. Qu'est-ce que ça t'a appris dans cet immobilisme? Ça m'a appris que ça a commencé à dessiner que en fait, cette, cette idée que la vie doit se décider depuis des contingences, qui nous semblent être, pragmatiques et intelligentes,
pour notre sécurité est une idée fausse, c'est une illusion et que en fait, ce qui compte, c'est, cette puissance intérieure et son expression et le respect de son écoute. Et ça me l'a appris parce que, très clairement, quand si on regarde, c'est jamais qu'une histoire, donc c'est jamais qu'une broderie, mais si on regarde rétrospectivement, on pourrait dire que probablement, assez jeune, il y avait une grande prédisposition à l'invisible, au silence, à la présence et à la spiritualité et que, dans cette vie, extrêmement, intense, et passionnante qu'est la celle de la médecine d'urgence, cette partie-là de moi avait disparu et qu'à un moment donné, très clairement, la profondeur a décidé que j'avais assez joué et que maintenant je devais revenir, vers ce qui probablement était cette impulsion réelle, cette aspiration réelle de la connaissance profonde de ce qu'on est. Et que ma vie du moment me plaisait tellement, j'étais tellement entraînée, j'étais tellement exaltée qu'il y avait absolument pas de disponibilité ou d'idée pour aller le faire et il a fallu cette contrainte-là, cette immobilité-là pour renouer avec ces dimensions. Oui, il y a une question qui me vient, parce que cette mobilité, il y avait de la souffrance quand même, c'était douloureux. Est-ce que, avec le recul maintenant, est-ce qu'on doit obligé de souffrir pour véritablement accéder à une compréhension plus grande que nous? À un moment T, comme s'il y avait une moi j'appelle ça l'initiation solaire, où d'un coup, où on est obligé d'être vraiment dans les abysmes, dans la souffrance dure, pour pouvoir apprendre cette ouverture, de conscience, cette ouverture qui est à quelque chose de plus grand que nous. Alors fondamentalement, on n'a besoin de rien parce que ce que nous sommes réellement est parfaitement et complètement libre et n'a besoin de rien, jamais. Donc fondamentalement, ce que nous sommes n'a besoin de rien. Ceci étant, la condition humaine, le jeu de l'humain a tellement, bâti son, mode d'appréciation du monde et de perception du monde au travers de la souffrance et de la survie, que pour pouvoir réaliser que ce que nous sommes vraiment n'a besoin de rien, nous allons devoir retraverser ces constructions de souffrance pour vérifier qu'elles ne sont justement pas du tout obligatoires et que nous avons toute liberté de faire autrement. Je commence à prêcher ça aussi parce qu'à un moment donné, je pense que plus on grandit, plus on a des expériences plus ou moins dures, au fur et à mesure, on peut plus facilement les sans la souffrance. N'est plus là, en fait, la souffrance parce qu'on a assimilé certaines choses en nous. Oui, avec, cette réserve qui est, très récemment, vérifiée pour moi que, les parties encore inconscientes qui ne se savent pas libres sont, si intelligentes elles-mêmes que, même si on a conscience qu'on n'est pas obligé de souffrir pour s'ouvrir, se libérer et jouir de l'infinie possibilité de ce que nous sommes, parfois ça va quand même aller dans les situations difficiles pour nous montrer qu'il y a encore des angles morts qui doivent être, éclairés. Mmh, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on n'est pas dans plus on ne joue pas dans les montagnes russes? Les petites montagnes russes, c'est, pas il y a pas des hauts et des grands bas, c'est plutôt des petits, sillons, qui arrivent des hauts, de bas, des hauts et des bas parce qu'on a des stratégies pour amener tout de suite une réponse ou une solution Eh ou bien, une avec beaucoup conscience. d'humilité, je te dirais que tu m'aurais posé la question il y a 6 mois, je t'aurais dit: «Absolument» et aujourd'hui, je te dis: «On ne sait jamais ce qui va nous être révélé et sous quelle forme ça va l'être». Parce qu'il y a l'invisible aussi qui est derrière toute cette orchestration de notre vie au final. Il faut pas voir qu'il y a le plan matériel, il y a d'autres plans et cetera qui sont intéressants et c'est ton deuxième livre où qui parle de ces champs invisibles et pour toi, qu'est-ce que c'est que l'invisible en final? Alors oui, l'invisible nous crée, en fait, hein, il est sous-jacent à tout ce qui est visible, donc il est premier. Parce que l'invisible, donc quand on parle de l'invisible, on peut parler de différentes dimensions de l'invisible qui sont, plus ou moins mises en forme. C'est-à-dire qu'on peut parler de la conscience, on en reparlera tout à l'heure, qui est un espace qui n'a pas de forme particulière. On peut parler de l'être-té et on peut parler effectivement du plan de l'âme et puis on peut parler du plan de l'énergie et tout ça, c'est l'invisible et tout ça, c'est nous. Et tout ça, ce sont des dimensions de nous dans lesquelles il est très peu su que, avec notre attention, donc avec notre propre conscience, plus on est libre
de nos idées trop courtes et de nos définitions de nous-mêmes et plus on peut s'aventurer, explorer et habiter chacune de ces dimensions parce qu'en fait, elles nous constituent littéralement. Donc comme elles sont nous, c'est vraiment, quelque chose de tout à fait accessible. Simplement, nous avons pris une habitude, très occidentale de toujours porter attention à ce qui est extérieur, en surface ou très spectaculaire à l'intérieur. Donc c'est pour ça que la majeure partie de nos contemporains ont des vies émotionnelles très intenses et très pénibles parce que finalement nous écoutons ce qui est bruyant. Nous ne savons pas entendre ce qui est subtil. Mais dès qu'on retourne son attention, on peut s'apercevoir que nous sommes faits de ce génie qui va dans un continuum, vraiment totalement dans un continuum, qui va venir comme dessiner cette perfection pour venir jouer, on pourrait le dire comme ça, à être un être humain, alors même que initialement il est cette conscience infinie. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, ce qui voit est notre conscience. Nous savons que nous voyons, nous avons conscience de notre vision. Nous croyons que c'est individuel, mais en fait, la conscience, ce qui nous permet d'avoir connaissance de l'information de cette vision, n'est pas individuelle, c'est la même pour tout le monde. C'est la grande conscience infinie qui passe à travers nous et qui du coup fait une expérience plus personnelle et individualisée en fonction euh, du profil de chacun. Mais en fait, à l'origine, il n'y a pas cette distinction. Et c'est tout à fait formidable de pouvoir jouer avec ça à l'intérieur de soi, parce que comme tout le monde a une attention, que tout le monde vient de là, que tout le monde a de l'énergie, que tout le monde a une dimension profonde, ce que moi j'aime appeler la pulsatilité de l'âme, c'est-à-dire c'est vraiment cette profondeur tout à fait unique qui fait que certains vont avoir envie de s'exprimer à travers l'art et d'autres à travers la science. Enfin, ce sont vraiment des particularités, des tonalités, des couleurs tout à fait spécifiques et cette grande conscience infinie où ce que d'autres appellent le divin ne fait jamais deux fois la même expérience. Donc chacun va venir à représenter son pixel qui est teinté vraiment d'une façon absolument parfaite et irremplaçable. Eh bien, comme nous avons tous cette attention qui nous permet d'aller explorer ça, nous pouvons tous, absolument tous, faire une expérience de la vie qui sera très différente de celle dont nous avons l'habitude, c'est-à-dire qui ne consistera pas à assurer une survie matérielle, une reconnaissance sociale et une certaine valeur de soi à travers l'appréciation morale des uns et des autres, mais qui sera profondément connectée à cette origine, à cette vérité de, de ce que nous sommes et de ce que nous sommes venus exprimer. Et ce qui est en fait extraordinaire parce que la joie est inhérente à cela, c'est-à-dire que il y a absolument besoin de rien d'autre. Tout le monde est content d'être lui. Absolument, tout le monde est content d'être lui. Et tout le monde est frustré, a un sentiment d'incomplétude, une quête de sens, voilà, une perte du goût de la vie et de la vitalité lorsqu'il se décale parce qu'il essaye d'avoir la vie de ce qu'il imagine devoir être bien ou bon. Et dès qu'il se retrouve, et dès qu'il s'installe en lui-même, et dès qu'il s'habite lui-même, il est heureux. Donc nous sommes faits littéralement pour être heureux. Après, il y a des évolutions, des expériences qui nous fait amener à ce côté heureux, parce que c'est à cette joie. Et je voudrais parler un peu plus dans ce côté invisible. Est-ce que tu penses que l'énergie quantique, toute cette expérience quantique qu'on a, est-ce qu'il n'y a pas vraiment une approche qui est possible de plus scientifique, d'amener cette compréhension aussi dans ce matériel-là qu'on vit en fait avec cette énergie quantique? Parce qu'en fait, on peut voir que ça nous explique énormément de choses et on n'est au début de cette compréhension de cette énergie quantique. Est-ce qu'on peut penser que cette énergie quantique va nous amener plus à une compréhension scientifique pour qu'on amène
réguler tout ça, en fait, qu'on ne soit pas marginaux, ne soit pas dans cette compréhension-là, mais avec cette énergie quantique, avoir une compréhension plus globale de l'être, comment il fonctionne, en fait, dans sa dimension invisible et visible. Alors, le sujet de la physique quantique, de l'énergie quantique, du soin quantique, du quantique à toute sauce est un sujet légèrement épineux parce que j'essaye de l'expliciter dans le deuxième livre parce que euh, d'un point de vue, l'expérience du quantique d'un point de vue scientifique n'est absolument pas la même que l'expérience du spiritualiste d'un point de vue du quantique. C'est-à-dire que le scientifique va avoir une observation extérieure, il va avoir une description extérieure, et il va avoir donc une vision et une approche qui sera descriptive et qui est extrêmement complexe. Donc il est très difficile d'imaginer que des personnes, au travers de leur conscience et de leur attention, ont elles-mêmes aussi une certaine expérience du quantique qui n'aura rien à voir avec cette description, qui ne pourra pas les rejoindre parce que les personnes qui, par la méditation, viennent habiter leur champ de conscience d'une façon qui leur permet de se dire « tiens, j'habite le champ quantique », ne pourront pas expliquer les choses d'une façon qui permettra aux scientifiques de corroborer leurs observations. Donc il y a comme un gap culturel entre les deux. Et il serait vraiment très très intéressant qu'il y ait des ponts de confiance qui s'établissent afin de pouvoir vérifier, comme j'aime beaucoup à le dire, que c'est pas parce qu'on ne peut pas expliciter la physiologie respiratoire qu'on ne sait pas respirer. Et que donc, il y a authentiquement des personnes, des experts, mais alors du domaine de la conscience, qui effectivement ont une expérience de cette réalité quantique de la vie et qui donc sont capables de à la fois s'immerger, mais également dessiner une forme de réalité depuis cet espace-là. Globalement, quand on a cette possibilité d'étudier, je dirais, la nature de la conscience, on s'aperçoit qu'elle répond à toutes les définitions du champ quantique. Hein, c'est-à-dire qu'elle a vraiment des grandes... Elle est hors du temps et de l'espace, elle est non locale, elle répond à l'intention, elle est dépendante de l'observation. Donc on corrobore en fait ces grandes caractéristiques. Ce qui est vraiment difficile à imaginer pour les personnes qui sont des observateurs extérieurs, c'est que depuis l'intérieur, on puisse avoir les mêmes conclusions et surtout, on puisse le vivre, non pas le regarder, mais le vivre. Tu as comme, je sais que tu fais beaucoup de méditation, je relance sur te cette dynamique parce que quand on médite, on retrouve vraiment notre intériorité, on voit ce qui se passe en nous et tout ce cheminement. On voit le flux de pensée, il y a de l'énergie qui circule, on peut voir des couleurs, des images, on peut voir plein de choses au final et et ça t'a aidé aussi beaucoup à sortir de cette souffrance aussi que tu avais dans ton corps et qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet invisible et sur le phénomène de la méditation au final? La méditation va revenir à ça va être justement d'habiter son attention et son observation. Et il se trouve que cet endroit de l'attention et de l'observation, c'est un endroit qui est libre. C'est un endroit qui est sans contrainte. Quand on observe quelque chose avec neutralité, qu'on est juste dans l'observation, et c'est là qu'on rejoint aussi la démarche scientifique, et c'est passionnant de voir que, en fait, tout le monde fait la même chose, mais avec différentes façons. Quand on est dans cette observation de soi-même et dans cette observation intérieure, on habite un endroit qui est parfaitement libre, qui n'a pas d'a priori, qui n'a pas de certitude, donc qui ne contraint pas les événements, presque d'un point de vue quantique. Ce qui fait que les endroits qui auraient besoin d'être libérés, détendus, renouvelés, réharmonisés, rééquilibrés, peuvent authentiquement l'être parce que nous avons arrêté d'avoir une idée de ce qui devait se passer. Et comme nous n'avons plus d'idée de ce qui doit se passer, la nature fondamentale des choses bien faites de la vie peut s'exprimer sans avoir à naviguer entre nos intentions, nos volontés, nos objectifs,
nos impériosités, notre temporalité. Je veux être guérie là maintenant, je veux que cette douleur s'arrête là maintenant, je veux que mon état soit comme ci ou comme ça, là maintenant et pas plus tard. Ou à l'inverse, je n'aurais pas dû. Et toute, en fait, cette vie mentale qui est une vie qu'on croit être uniquement de l'idée, mais qui en fait est une vie qui effectivement contraint l'énergie que nous sommes à s'organiser d'une certaine façon qui n'est pas une façon saine, qui est une façon restrictive et extrêmement la plupart du temps coercitive, parce que si vous avez observé, si tu as observé, si nous observons un peu la façon dont chacun se parle à l'intérieur, en général, ça n'est pas très gentil, ça n'est pas très soutenant, ça n'est pas très aimant, ça n'est pas très sain. Donc, cette énergie qui est créée à travers les avis que nous avons de nous-mêmes ou de notre vie et de ce qu'elle devrait être, elle n'est pas très saine. Et on remarque, moi je peux remarquer, hein, moi quand je fais, il y a des moments où, d'un coup, je perds ma lucidité, je me fais embarquer dans mon moi j'appelle ça mon mental inférieur, où d'un coup je me critique parce que je fais mal la situation. Après coup, je me remets, je dis: «Non», mais on est tout de suite rappelé, après c'est un travail d'esprit aussi de changer ça, en fait, d'avoir ces pensées un peu négatives sur nous, des choses comme ça et de se rappeler tout de suite, de se recho de se remettre dans ce chemin de verticalité, d'un axe plus pur. Alors j'aime beaucoup que tu dises ça parce que je trouve que c'est très complet. Ça nous permet de voir que effectivement, on a une activité mentale qui est liée à la survie, qui est de base et qui va essayer de repérer tous les dangers en permanence. Et c'est elle qu'on écoute beaucoup, qu'on entend beaucoup et qui est très fatigante parce que en réalité, à l'heure actuelle, les dangers ils sont quand même très restreints dans nos modes de vie. Donc elle est inutile, elle est lourde et elle est anxiogène. Et puis on a une conscience qui permet de s'en apercevoir. Donc ce mystère de la conscience permet de s'en apercevoir. Et comme euh, on peut s'en apercevoir, on va pouvoir éventuellement accéder, s'ouvrir, connecter, ce qui est pour moi la supraconscience, pour reprendre le terme et le titre de ton émission, et qui est le fait d'avoir un mental qui ne se fait plus le relais d'un danger de la condition humaine fantasmée comme étant encore dans une nécessité anxieuse, mais en harmonie avec vraiment l'ordre cosmique, avec l'intelligence, parce que cette intelligence qu'on peut voir dans un corps humain, elle est absolument partout. Elle a une puissance, une beauté, une harmonie et une aspiration créative et émergente. Et notre mental humain peut en être le relais plutôt que d'être colonisé par ces petites idées stressantes. Et ça donne là encore une autre expérience de vie, une expérience de vie qui est magnifiée parce que là, on retrouve tout le sens d'être inclus dans un ensemble, de lui appartenir et d'être inclus dans un ensemble qui a un mouvement euh, porteur et créateur. Est-ce que tu penses que, heu, je vais revenir un peu sur la suite de l'invisible et cetera par rapport à la médecine. Est-ce que tu penses qu'un jour on pourra retrouver, une médecine où il prend en considération le corps, l'esprit et l'âme, en fait, comme l'anthroposophie, qui a été, longtemps, une médecine pour moi, holistique, qui intégrait tout ça et au fur et à mesure du temps, je trouve qu'on perd cet côté holistique et anthroposophique de l'être et de la personne quand on va voir le médecin et j'aurais bien avoir ton avis parce que avoir un médecin qui peut voir aussi dans l'invisible et dans le visible, je trouve que c'est une globalité, intéressante à avoir, en termes de patient et avec le médecin. Oui, oui, bien sûr, on a vocation à avoir une connaissance complète de nous-mêmes, non pas parce que, d'un point de vue de notre ego, c'est ce qui est satisfaisant, mais c'est parce que c'est le mouvement de la vie elle-même. La vie veut se connaître. La vie fait l'expérience d'elle-même. Si ça résonne mieux, on peut dire le divin fait l'expérience de lui-même, l'univers fait l'expérience de lui-même, bref, la conscience fait l'expérience d'elle-même. La vie veut se connaître, donc nous avons vocation à avoir aussi un soin, une médecine, un soutien
qui prend en considération et en compte toutes les dimensions de ce que nous sommes, parce que c'est le mouvement naturel de cette connaissance et puis parce que c'est la meilleure façon d'être, efficace. Moi, à l'heure actuelle, je rêve vraiment maintenant d'un mouvement, d'un progrès. Je dirais d'un progrès, d'une transformation qui serait qu'on arrêterait un petit peu de débattre de si les choses sont réelles ou pas, si les gens font vraiment des expériences extraordinaires ou pas, si l'invisible existe, si l'énergie existe, si, voilà, l'anatomie énergétique, c'est une réalité, si les éveils de conscience, ça veut dire quelque chose ou est-ce que c'est un délire mystique, si les gens peuvent sortir de leur corps ou pas, si, les prémonitions ont une réalité. J'aimerais beaucoup qu'on sorte de ce genre d'anecdotes et de sensationnalisme pour poser cette réalité que, un, nous avons à vraiment progresser dans notre conception même de ce que c'est un être. Je le dirais même plus humain, je dirais un être, de ce que c'est que l'être dans sa globalité. Et deux, eh bien, comment ça fonctionne pour que l'expérience de vie soit harmonieuse. Je pense que tout le monde est très fatigué d'avoir des expériences de vie qui sont dures, comme on disait, qui sont souffrantes, qui sont brutales, qui sont maladives, et qui sont en opposition, qui sont en concurrence, qui sont en guerroyage les uns avec les autres, alors même que c'est absolument pas une nécessité voilà, dans un champ de coquelicots, vous en avez pas un qui est en train de se demander s'il est plus beau et s'il a mieux réussi que l'autre. Donc, retrouver ce fondamental de l'unité que nous sommes serait un grand soulagement pour tous. Et je rêve que, voilà, on arrête de s'attarder sur les sensationnalismes expérientiels pour arriver dans la vérité de la question de, mais finalement, comment est-ce que tout ça existe et s'organise et comment mieux l'habiter pour avoir une expérience de vie plus douce. C'est génial comme vision. Ce serait génial d'avoir ça. Ouais, C'est parce que ça serait juste de voir la globalité en fait de tout et sortir de ce de tout ça en fait de cet côté extraordinaire oui. c'est ça existe et c'est pas depuis maintenant que ça existe en fait. Si on regarde les générations, l'histoire de l'humanité, ça a toujours existé au final. Ça a toujours existé et il suffit que, c'est très simpliste ce que je vais dire, mais il suffit que là, chacun, prenne 10 minutes pour, essayer de porter attention à son attention à l'intérieur de lui, pour s'apercevoir qu'il a, il est, hem, il évolue dans un champ qui est, illimité, infini, qui n'est pas soumis aux vicissitudes, qui est paisible et qui est, universelle et immortelle, donc que cette dimension est présente. Donc déjà, on va peut-être un peu se détendre sur les aléas et les difficultés rencontrées. Mhm. Et j'aurais parlé d'aller un peu plus loin dans ce côté invisible et je voudrais avoir ta propre définition sur parce que tu en parles dans le bouquin Dans l'invisible, ce que c'est pour toi l'âme, ce que c'est pour toi l'esprit, et ce que c'est pour toi l'ego. Parce que chacun a sa propre définition, chacun aura sa propre point de vue, moi j'ai la mienne, et, et j'aimerais bien avoir la tienne et voir dans tout ce côté invisible, qu'est-ce qui se joue en fait dans ce côté invisible, hein. L'âme, l'ego, l'esprit, qu'est-ce qui, cette trinité, moi j'appelle ça souvent la trinité, parce qu'il y a une trinité qui se crée. Et voilà, je voudrais bien avoir ta propre définition de comment tu perçois, comment tu as perçu ça avec ta compréhension et ton exploration de conscience. Alors l'esprit, c'est un terme que je n'emploie pas parce que je le trouve très casse-binette, comme on, il est, comment dire, interverti avec le mental. Très souvent, on confond les 2, l'esprit, la capacité intellectuelle, la mise en pensée, et cetera. Donc les gens qui ont beaucoup d'esprit sont soi-disant très intelligents. Donc en fait, il y a un flou, donc j'essaye de l'éviter. Je le remplace par l'être. Alors même il a sa définition précise, hein, mais je préfère l'éviter.
Sachant que, dans mon organisation, l'organisation de mes représentations, pour dire ça comme ça, il y a cet être universel qui est cette conscience unique, voilà et infinie, et de cet être et universel va s'individualiser une tonalité, on pourrait dire ça comme ça, qui, elle-même va, engendrer l'âme qui serait la partie qui commence à être un peu texturée, un peu expérientielle, qui commence à être la partie, on va dire, manifestée, qui n'est plus au niveau de l'idée, mais qui est au niveau hem, de l'énergie. C'est ce relais, cette interface entre, la pure conscience, initiale et puis ce qui va devenir, cette corporalité, cette manifestation et cette, expérience de vie. Et l'ego pour moi, c'est le savoir-faire, l'ensemble du savoir-faire qui est lié à cette manifestation. C'est-à-dire que, dans cette aventure dans laquelle, l'âme se projette à la traver dans un corps pour faire une expérience. En fait, elle s'habille, avec une corporalité. Dans cette aventure-là, il y a tout un savoir-faire qui vient avec, et ce savoir-faire, il concerne aussi bien, la capacité justement à fonctionner à travers de cette corporalité que, la capacité à le protéger, la capacité à ressentir que la capacité à ne pas ressentir. Et très souvent, on va parler de l'ego dans sa version négative et envahissante, c'est-à-dire dans sa version limitative, dans le carcan qu'il devient parce qu'on a des représentations de nous-mêmes qu'on va essayer de respecter, alors même qu'elles sont très contradictoires, puisque tout le monde est à peu près tous, c'est-à-dire que tout le monde est à la fois radin et généreux. On est tous radins sur certaines choses et généreux sur d'autres. Heu, on peut être radin de ses sentiments et généreux de son argent ou l'inverse. Et en fait, comme l'ego va s'attacher aux définitions pour essayer de trouver de la sécurité dans ces définitions, eh ben, on va avoir comme ça des expériences de vie qui sont, très inconfortables parce que on veut, respecter toutes nos définitions alors même qu'en fait, elles sont fluctuantes, elles vont pas ensemble et elles se contredisent. Donc c'est dans cette partie-là souvent qu'il est, regardé. Mais pour moi, l'ego, c'est pas que ça. L'ego, c'est vraiment toute la possibilité, psycho-énergétique, qui soutient l'expérience humaine. Après, j'ai ma propre définition, moi, mais je trouve qu'en l'ego, comme tu dis, hein, on dit souvent comme quoi c'est celui qu'il faut tuer, qu'il faut. Et au contraire, moi, je dis souvent que l'ego, il est là pour grandir avec nous, en fait. C'est grâce à lui qu'on peut faire énormément de choses. C'est celui qui nous amène notre volonté d'agir, de créer. C'est l'ego qui crée ça, hein. C'est pas ni l'âme, ni. Moi, j'appelle ça l'esprit, mais j'appelle ça pas l'intellect. L'esprit, pour moi, c'est vraiment c'est quelque chose qui est au-dessus de tout ça, qui nous donne des expériences dans notre vie pour pouvoir grandir et délaisser de l'âme de ses mémoires transgénérationnelles, mémoires karmiques, etc., pour avancer, que cet ego puisse avancer aussi dans cette vie et qu'on puisse vraiment être à montrer qui on est au final. Parce que l'ego, il sait au final, au fur et à mesure, quand il les délaisse, toutes ces émotions, ces mémoires que l'âme traverse par rapport à les expériences de notre vie, en fait, pour délaisser ça jusqu'à arriver à toucher à cette source, à cette gratitude et de cette émissence, cette grande lumière qu'on peut appeler, genre, voilà. Qui pourrait vouloir tuer l'ego à part l'ego? C'est ça. Est-ce que tu penses que tous ces 3 principes permettent aussi une guérison dans ce que dans ta guérison que tu as eue? Est-ce que l'esprit, l'ego et l'âme ont pu aussi te permettre d'amener aussi une certaine guérison dans ce que tu as vécu? J'aurais du mal à définir qui fait quoi, mais je dirais que, ce qui rétablit l'équilibre et il faudrait s'entendre sur le mot guérison, Mmh. et la différence entre la guérison et le Le rétablissement. rétablissement, oui, on peut appeler Voilà, ça. la différence entre, être parfaitement fonctionnel et épanoui et dans sa sensation de complétude et ne plus avoir de symptômes. Mmh. Il y aurait une différence entre les 2. Mais je dirais que, ce qui joue vraiment un rôle, c'est vraiment cette connaissance de soi-même. C'est le fait d'être, hem, finalement partant pour cette grande aventure quand elle s'impose à vous.
En fait, ce qui joue un rôle de guérison, de libération, de réharmonisation, c'est d'arrêter de résister. C'est de lâcher, encore une fois, les idées, les injonctions, les définitions que l'on a à propos de soi et de vivre la vie telle qu'elle se présente. Parce que la vie est si magique qu'elle se présente d'une façon qui est absolument sur mesure et parfaite pour soi, par rapport à l'aspiration profonde. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Sophie, mais quand on est dans cette souffrance, prendre conscience que tout est parfait, quelquefois c'est une compréhension de sortir de voir ce point de vue de l'extérieur. Parce que quand on est enfermé dans cette souffrance et dire cette souffrance est parfaite et cette expérience que je vis est juste bon pour moi, il faut avoir un certain recul de tout ça en final. Parce que cette expression «tout est parfaite» et qui est pas du que j'en emploie jamais en fait, est extrêmement brutalisante effectivement pour l'expérience, parce qu'elle confond différents points de vue. C'est-à-dire que, hem, on peut, avoir un vécu extrêmement difficile et une expérience de vie extrêmement difficile qui pour autant répond à une forme d'aspiration profonde. Par exemple, ça va être un peu plus léger, mais c'est pour pouvoir faire un parallèle et essayer de comprendre un peu cette réalité, la réalité de ce concept-là. Un sportif de très haut niveau qui va s'entraîner et qui va pousser son corps dans des limites qui vont être parfois extrêmement douloureuses, va répondre à son aspiration profonde tout en ayant une expérience de vie qui soit très intense et douloureuse. Je le replace là à un niveau très humain où on a conscience que du but euh, pour chaise, comment on dit, du but suivi, enfin de Mm. l'objectif. La plupart du temps, ce qui fait que c'est très violent et très brutal, c'est qu'on n'a pas conscience de notre aspiration profonde. Quand je me retrouve dans un lit que je ne peux plus bouger, avec des douleurs jour et nuit, je n'ai pas conscience que cette immobilité a vocation à me donner toute la disponibilité et l'impériosité d'aller explorer ces dimensions dont on a parlé, parce que c'est mon aspiration profonde. Et à l'heure actuelle, cette passion, cette joie et cet émerveillement ne fait que croître dans cette découverte. Et comme bien souvent, pour les gens, quand ils sont a posteriori de leur expérience difficile, je dirais que je n'aurais et je n'échangerais ma place pour rien au monde. Donc là, on se rejoint entre la réalité de l'aspiration et la difficulté de l'expérience. Et je peux accepter que l'expérience ait été difficile. Mais oui, sur le moment, c'est extrêmement violent d'aller dire à quelqu'un qui est dans une situation d'agonie quelle qu'elle soit, émotionnelle, spirituelle, humaniste, relationnelle, physique, que l'expérience est parfaite. Parce que dans la perception, elle ne l'est pas. Elle est juste souffrante et difficile. Et ça amène sur un point qui me tient beaucoup à cœur, c'est que dans toutes ces explorations spirituelles qui ont été les miennes ces 10 dernières années, et j'en ai certainement perpétué moi aussi, j'ai rencontré beaucoup de violence au nom de cette quête de la vérité, qui, parce que nous ne sommes pas réduits à notre humanité, se permettait d'être négligents, voire maltraitants de cette humanité. Et l'humanité, c'est une dimension à part entière, tout aussi noble et merveilleuse de la conscience, de la création et du divin. Et il n'y a pas plus de confort à maltraiter l'humanité qu'autre chose, justement pour cette raison-là. Et nous sommes incités, à mon sens, à donner autant d'amour à chaque partie de ce que nous sommes, y compris à notre corps, à notre biologie, à notre ego, à notre émotionnalité, à notre système psychique. Voilà, il n'y a pas meilleure voie d'ouverture que d'aller regarder ces restrictions avec douceur, tendresse et justement avec quelque chose de si accueillant qu'elles n'ont plus de raison d'être. Euh, c'était pas le prochain point que je voulais amener sur l'amour, mais
voulais juste amener juste avant de clôturer vraiment l'expérience, parce que je reviendrai sur l'amour, parce que c'est vraiment pour moi une clé aussi de cet amour, cette gratitude. La gratitude envers ce qu'on vit, la gratitude vers l'autre, et c'est vraiment quelque chose de très important, cet amour, universel. Et mais je voudrais savoir ju on va cont je voudrais juste aller un peu plus loin dans la sur l'expérience, parce que tu en parles, dans ton livre sur l'invisible, sur le libre arbitre. Parce que j'avais posé la question une fois quand on était en dédicace, à la librairie du 20e, et il y avait Tigrane ce jour-là, j'avais parlé sur le libre arbitre. Est-ce que pour moi, le libre arbitre n'existe pas sur l'expérience qu'on vit? Ça a été mis en place, il y a quelque chose, une plus grande force que nous qui mettons en place cette expérience pour amener une compréhension de ce qui est plus grand que nous, de ce qui est une compréhension de cette ouverture de conscience, cette ouverture. Est-ce que tu penses que le libre arbitre existe au final, ou c'est juste, est-ce qu'on a le choix de nos actions, on a le choix de notre situation? C'est une question pour moi qui est, plus philosophique que réelle. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend de quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue de cette conscience infinie, comme, tout se déroule en son sein et sous son impulsion, hem, c'est une question inexistante, je dirais. Dans l'expérience humaine, il pourrait y avoir un cas, un espace dans lequel on pourrait parler de libre arbitre. C'est, cette, subtile, frontière entre la conscience et l'inconscience. On pourrait dire que si nous n'avons pas conscience de ce que nous faisons, il n'y a pas de libre arbitre. On est soumis à certaines forces, certaines impulsions, certaines zones d'ombre qui font qu'on se comporte d'une certaine façon, et il n'y a pas de libre arbitre. Si nous sommes parfaitement conscients de ce que nous faisons, et que du coup, c'est une évidence. L'action, la pensée, le comportement est une évidence. Il n'y en a pas non plus, puisque ça relève de l'évidence. Et donc, finalement, est-ce qu'il y a un choix? Non, il n'y en a pas non plus. Et puis, il y a cette subtile ligne entre les deux, où on a à la fois une certaine conscience et en même temps une certaine tendance, où on a à la fois une certaine ouverture, et en même temps les mécaniques habituelles, les patterns, voilà, les constructions sont encore quand même assez vivantes, les résistances sont encore, ont encore une certaine force, et on a conscience d'être un peu sur la ligne de crête, parce que on a conscience des résistances et elles ont un pouvoir d'attraction. Et à ce moment-là, on pourrait dire qu'il y a comme un libre arbitre, entre guillemets, qui fait qu'on va plutôt se diriger d'un côté ou de l'autre. C'est très théorique, parce que, à mon sens, en réalité, si on est plus libre qu'un féodé à nos patterns, eh bien, on va choisir le chemin qui est plus conscient. Et si le pouvoir d'attraction est plus puissant, eh bien, on va retourner faire l'expérience de cette attraction. Et puis, ça va nous faire grandir aussi, de toute façon, parce que on en tirera une certaine intelligence, une certaine expérience. Et la fois d'après, on fera les choses différemment ou pas. Mais de toute façon, ce sera un mouvement. Je suis d'accord avec toi sur plein de toute façon, au fur et à mesure qu'on prend conscience de certains comment la vie fonctionne, on a pu, les expériences qui viennent à nous, on les voit plus différemment. Parce qu'on choisit, si on choisit ce chemin, on accepte aussi l'expérience qui va avec. Pour moi, dès qu'on est conscient de quelque chose, de comment on vit, si on choisit cette direction-là, on prend aussi tout le package qui va avec. Peut-être la mini expérience qu'on va vivre, la mini, frustration, la souffrance qu'on va avoir, parce qu'on verra plus ça dans la même dynamique que, quelqu'un qui est fataliste, ou dire: «Oh, encore quelque chose qui va m'arriver». On est plus dans une ouverture de qu'est-ce qui est plus grand que nous, et d'un coup, on va accepter plus facilement ce qui se passe dans ce chemin. Oui, je suis assez d'accord, et tout ça se fait très naturellement. C'est pour ça qu'à l'échelle individuelle, cette histoire de libre arbitre,
Elle est très casse-binette à mon sens. Hem, Peut-être elle a un intérêt, je dirais, relationnellement. Quand on regarde l'autre, peut-être elle a un intérêt pour, justement, comme tu viens de le dire, voir que chacun, dans sa façon de grandir, devient de plus en plus responsable et souverain de son expérience et donc, avoir cette conscience aussi que, chacun en face de nous a exactement cette même puissance, cette même possibilité et lui-même, dans ce cas de figure et donc arrêter parce que c'est quand même une tendance très humaine de se substituer, à l'autre, dans les décisions, dans les avis, dans les regards, avec l'idée que il devrait, il aurait dû, il pourrait, il aurait fallu. Voilà et ça, dans ce regard-là, le libre arbitre a peut-être, quelque chose d'intéressant et de fondateur pour avoir des relations saines. Mmh. C'est-à-dire de rendre, puisque nous sommes conscients de toutes nos possibilités, de toute notre capacité de responsabilité de l'expérience, nous pouvons accorder exactement la même à celui qu'on rencontre, même si, depuis notre point de vue, on a l'impression que là, il y aurait une petite voie de garage ou quelque chose à éviter. À la limite, ça ne nous regarde pas. On est champion du monde pour, comparer les histoires des autres sur nous, sur autre chose, au lieu de déjà se comparer à soi-même, en fait, rester soi-même. Ouais, Et donc là, je viens sur la question de l'amour parce que je trouve que c'est important et c'est cet amour de gratitude, ce rapport à l'autre que plus on devient conscient de l'autre, donc de ses expériences et c'est amener cette ouverture et dans la guérison, est-ce que cet amour peut amener une bah, on va pas guérison, mais une amélioration de notre condition physique? Est-ce que ça peut nous amener à quelque chose, cet amour, de prendre en considération ce rapport à l'autre, cet amour universel, cet amour qui est en nous et qu'on peut facilement ouvrir et pas se fermer à des situations? totalement. L'amour, c'est la substance, c'est la fréquence du miracle. Donc vraiment, on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'amour va venir, embrasser, choyer, tendresser, accepter, réharmoniser les endroits de nous qui ont été, déséquilibrés, maltraités, niés, renoncés, condamnés, jugés. Donc l'amour est littéralement la substance du miracle et en fait, tout le monde le sait, réellement. C'est-à-dire que chacun, quand il tombe amoureux, il sent bien qu'il est bien dans son corps, il est bien dans sa tête, il est bien dans son cœur, il est bien dans sa vie. Il regarde le monde autour de lui, tout est parfait, tout est beau, tout est extraordinaire. Une personne amoureuse ne voit rien d'autre que la joie, le bonheur, l'exaltation. Son état d'être est un état de communion, de non-résistance et d'acceptation profonde. Là où, là où tout le monde ne le sait pas, c'est que cet état est révélé par une rencontre, mais est intrinsèque. Il fait partie de nous. Nous sommes cet amour qui ne s'autorise à s'exhaler et à s'exalter que quand on a un alibi, un support en face de nous, et que du coup on le projette sur ce support en face de nous, et que voilà, loin de toutes ces considérations de ce qui nous manque, qui fait les réflexions du mental inférieur habituellement, et qui est un vrai processus de désamour de soi, eh bien, on retrouve cette réalité première, habituelle. Quand on voit les enfants n'ont aucune considération sur s'ils sont trop petits, trop gros, trop moches, trop bruyants, trop calmes, trop sages, trop potelés, trop noirs, trop jaunes, trop rouges. C'est jusqu'à un certain âge, il y a cette candeur qui fait qu'il y a juste cet état d'être plein et vivant. Euh, donc tout le monde fait l'expérience à quel point l'amour est guérissant. Parce que quand il le ressent, quand il ressent l'amour, personne ne se sent malade. Quand il ressent l'amour, personne ne se sent malade. On peut se sentir ou avoir conscience de certaines limitations tout en se sentant en pleine forme. C'est distinct.
en fait. On ne projette plus ce que nous sommes dans un cadre qui serait de trop ou pas assez. On exhale la réalité de la substance de vie qui est aimante, contente, euh, habitante de son expérience. Et juste ça, c'est de la joie. Donc oui, l'amour, c'est ce qui va venir euh, euh, transformer et même guérir, et y compris physiquement, beaucoup de nos déséquilibres. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'en médecine, c'est assez amusant, comme on sait qu'il y a des maladies qui sont liées à ce manque d'amour, à ce désamour, à cette absence de fréquence vivante et communiante en soi. On va parler du Takotsubo, c'est la maladie cardiaque, c'est l'infarctus de la peine de cœur, par exemple, qui est littéralement un infarctus, de l'ulcère de stress. On va parler on le sait en fait à quel point les états intérieurs qui sont non aimants, mais on ne le définit pas comme ça, donnent de la maladie. Mais on n'insiste pas et on ne sait pas, on ne formule pas comme ça que les états intérieurs qui sont aimants donnent de la santé. Alors même que d'ailleurs toutes les études scientifiques vont prouver que si vous avez un animal, si vous avez une famille aimante, si vous êtes marié, si vous avez un tissu social soutenant, vous allez vivre mieux, plus vite, plus longtemps, que si vous avez un pépin de santé, vous allez récupérer plus vite, qu'il y aura moins de conséquences, et que au contraire, à l'inverse, si vous êtes seul, que vous n'avez pas d'environnement et d'alibi de l'exaltation de l'amour, eh bien, d'un point de vue de la santé, ça va bien moins bien se passer. En fait, il faudrait créer dans l'hôpital une thérapie d'amour. Oui, littéralement. Une thérapie d'amour de soi. Oui, Non pas au sens évidemment égotique et valorisé de je suis meilleur que l'autre, mais oui. au sens de je ressens de l'amour intérieurement pour ce que je suis. Et c'est aussi des choses que la méditation permet. C'est-à-dire que prendre conscience de sa sensation intérieure permet aussi de diffuser, donner, sentir, expérimenter ces différents états d'être. Et comme on en a conscience, de mieux les choisir. Mm. Parce que dans les états de méditation, on peut avoir vraiment une descente d'amour pur qui arrive en nous et qui est juste incroyable à vivre. Et je pense que tu as dû faire sûrement l'expérience dans tes différentes méditations que tu réalises. Mais c'est vraiment une descente d'énergie pure qu'on a dans ce moment-là. C'est une gratitude. Il y a quelque chose qui s'ouvre en nous et qui est juste incroyable. Oui, là encore, en fait, comme la méditation va venir habiter l'espace de soi qui est ouvert, qui est l'espace de la conscience, et qui arrête de se définir, c'est un espace qui, par définition, ne peut être vécu comme séparé du reste. Et quand on ne se sent pas séparé du reste, quand on ne s'isole pas par ses idées du reste, eh bien, on permet à ce qui est omniprésent, c'est-à-dire l'énergie d'amour ou l'énergie divine, dirait d'autres, c'est une autre façon de la nommer, d'être perçue, reçue. Est-ce qu'on peut guérir sans comprendre, simplement en ouvrant son corps, en fait? Son cœur, je veux dire, pas son corps, son cœur, excuse-moi. Est-ce qu'on peut respirer sans connaître, sans pouvoir expliquer la physiologie respiratoire? Bon, tu réponds à la question, oui. C'est tout le principe du miracle, en fait. Ouais. Ce qui est très compliqué dans nos esprits humains, c'est de s'ouvrir, justement. Parce qu'il y a quand même une couche très épaisse dans l'inconscient de fermeture. Et vouloir s'ouvrir ne suffit pas. Il y a tellement de programmes de protection, de fermeture, d'isolement et de croyance en une nécessité de cet isolement que ça va se révéler. C'est pour ça que ça prend un peu de temps et c'est pour ça que c'est une aventure finalement, cette rencontre avec la profondeur de ce que nous sommes.
Mais ça va se révéler au fur et à mesure, c'est un peu c'est la stra les couches de l'oignon, hein. On Ouais. connaît cette image-là, hein. On va un peu éplucher pour aller au cœur du cœur, quoi, au Mmh. fur et à mesure. Jusqu'à trouver, toucher la source. Mmh. Après cet amour, après cette guérison, est-ce que ça t'a aussi rapproché, de l'expérience de la mort? Est-ce que tu as pris une autre dimension, par rapport à tout ça dans ces plans d'invisible? Parce qu'à un moment donné, on commence par un point A et on finit par un point B, la mort. Est-ce que auss il y a aussi une compréhension de la mort qu'il faut faire à l'heure actuelle? Ah ben, ça nous détendrait beaucoup, c'est-à-dire que c'est pas que ça m'a rapproché de la mort, c'est que ça m'a, supprimé le concept, Carrément. qui est un concept. C'est-à-dire que pour, quand, c'est la mé c certains états méditatifs ou après, certains états d'être, tout simplement, il n'y a pas besoin d'être en méditation, c'est assez constant, nous permettent d'habiter cette dimension de nous-mêmes qui est une dimension d'éternité, qui, n'a pas de sens quand elle est décrite, mais qui est une évidence quand elle est vécue. Et donc, à partir de cette dimension d'éternité, c'est, hem, très clair que, ce que nous appelons la mort est un changement d'état. Voilà, hein, où la conscience, avait pris, ce costume et puis, va revenir dans d'autres, espaces, où bon, c'est très restrictif de dire ça comme ça, mais, c'est peut-être suffisamment explicite. Mais c'est un changement d'état. C'est un changement d'état et que, en fait, ce que nous sommes fondamentalement n'est jamais altéré, ne meurt pas, ne naît pas, voilà, est une, hem, est le réel. En fait, tout ce qui est mouvant, la fameuse impermanence, est une aventure, est une proposition. C'est une expérimentation. Tout ce qui ne bouge pas est ce qui est réel et qui permet l'expérimentation. Donc oui, changer, c'est pas changer de regard, c'est vraiment, percevoir cette différence entre notre concept qui est encore une fois très anxiogène, encore une fois, très limité, et cette réalité permet de regarder la vie d'une toute autre façon, de l'expérimenter d'une toute autre façon. Et là aussi, j'aimerais vraiment beaucoup qu'on ait ce progrès, cette révolution copernicienne, quoi. Mmh. C'est-à-dire que tout est organisé en fonction d'une mort supputée qu'il faudrait éviter. Et alors ça, mon expérience de médecin urgentiste m'a appris que, non. Il y a vraiment des morts qu'il ne faut pas éviter. Et que, si on pouvait vraiment, aller un peu au-delà, en fait, hein, de cette terreur, ne serait-ce qu'en écoutant tous ceux qui racontent à quoi ça ressemble, cette transition. Tous ceux qui les millions et les millions, ou peut-être milliards de personnes qui ont vécu, des NDE, hein, parce que la méditation, c'est une voie, il y a plein d'autres expériences qui témoignent que nous ne sommes pas limités à notre corporalité, que c'est pas parce que le corps arrête de fonctionner que ce que nous sommes disparaît. Euh, Et hem et j'aurais bien, je te pose, la question, de supraconscience, le magazine qui démystifie la conscience. Pour toi, qu'est-ce qu'elle est la conscience? Qu'est-ce Comment tu la vis? Comment tu la perçois? Qu'est-ce que c'est que ce mot conscience? Qu'on met beaucoup de choses dedans, mais que chacun va exprimer différemment, mais qu'au final, au fur et à mesure de mes écoutes, ça ramène toujours au même point. Et j'aimerais bien avoir ta propre, vision, ta propre, ce que tu ressens par rapport au mot conscience au final. alors quelque chose qui pourrait être parlant peut-être pour tout à chacun, c'est que la conscience, c'est l'espace qui nous permet, d'être, au courant de notre expérience. C'est l'espace qui nous permet, de l'apercevoir.
Ça, c'est quelque chose que tout le monde, peut vivre. C'est-à-dire que, on a conscience de notre expérience parce qu'on a conscience de notre corps, de nos pensées, de notre émotionnalité, voilà, de nos élans, et cetera. Donc ça, c'est vraiment la réalité expérientielle de chacun, c'est que la conscience, c'est ça. Cet espace, quand, on tourne notre attention vers lui, on s'aperçoit que justement l'attention est faite de conscience. C'est-à-dire que l'attention, on pourrait dire que c'est ce qui reste, de la conscience une fois qu'elle est passée dans, notre système qui est d'accord pour regarder certaines choses et pas d'accord pour en regarder d'autres. Il y a une bonne expression là-dedans, c'est que on dit: «Je prends conscience des choses, j'ai pris conscience de quelque chose» et quand on prend conscience de quelque chose, ce qui est assez intéressant, c'est de regarder que ça n'est pas qu'il y a eu une nouvelle information, c'est que l'information était là et que tout d'un coup, elle se révèle. Donc elle a toujours été là. Simplement, notre champ de conscience, comme on aime à le dire, était fermé à cette possibilité de la reconnaître parce que dans nos concepts, nos idées, nos envies et nos dénis, on n'était pas d'accord de la voir. Et puis à un moment, ça s'ouvre et donc on la voit. Euh, la conscience, avec un grand C, c'est le fait que quand ça ne passe pas par un système, par aucun système de tri ou de restriction, eh bien, c'est totalement libre et toutes les possibilités existent, émergent, sont contenues et sont vivantes dans cette grande conscience qui est infinie. Le fait d'en vivre une forme restreinte et du coup d'avoir une restriction ou une ouverture de conscience est lié au fait que cette grande conscience passe à travers des systèmes limités comme le nôtre et fait qu'on aura une petite tranche d'expérience qui, du coup, d'ailleurs, ne sera pas du tout la même que celle du voisin. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'arrêter de s'approprier les expériences du voisin pour plutôt les écouter. Voilà, et donc la conscience dans son regard le plus large, c'est non seulement l'espace dans lequel tout se déroule, mais c'est aussi l'espace qui permet que tout se déroule, c'est l'espace d'où émerge tout ce qui se déroule. Et toi, comment tu la vis dans ta vie de tous les jours? Je la vis partout, tout le temps. Je la vis elle se vit en se reconnaissant partout à chaque instant. Ça veut dire que quand on discute, je peux être surprise du son de ma voix parce que j'ai comme un décalage entre le fait de savoir qu'il y a comment dire, la perception de deux personnes qui discutent, alors que ce qui est réel en cet instant, c'est la conscience qui se questionne, se répond, s'amuse, s'échange d'elle-même à elle-même, parce que comme c'est un même tissu qui nous constitue et qui est vraiment de même nature ici et là, du coup, c'est ça qui apparaît en fait. Et du coup, c'est dans l'expérience de vie, c'est quelque chose de très émerveillant parce que c'est quelque chose à travers duquel il n'y a plus cette notion qu'il y a des endroits de la vie proposés qui ont plus de raisons d'existence que d'autres, qui ont plus de légitimité que d'autres, qui ont plus de valeur que d'autres. Voilà, et donc il y a cette auto-découverte joyeuse. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que dans la dimension humaine, comme on a un corps, des émotions, des sensations, encore des idées, etc., de temps à autre, il y a des frustrations, etc., mais c'est
pas oublier que, c'est vraiment la conscience qui va vivre la frustration et qui va comme la goûter en fait, qui va la percevoir et ça reste, présent, cette réalité reste présente de cette façon-là. Merci beaucoup, hein, Et beh, merci à toi. pour cette explication de la conscience et de vraiment exprimer comment toi tu la ressens. C'est une question qui est pas évidente à chaque fois que je pose et que les gens puissent vraiment l'exprimer comme ils le ressentent parce que c'est vraiment, chacun a sa propre façon et moi quand je prends mon exemple personnel, la conscience, je vois l'image, une sorte de théâtre qui se crée en moi et au fur et à mesure, quelquefois je vois: «Tiens, j'ai pas été assez conscient, donc je m'excuse avec la personne». Mais, il y a toute une démarche quand même de se rappeler de ce qu'on a dit, de ce qu'on en fait et cetera, pour avoir une globalité de la situation et de la personne qui est en face et de prendre conscience qu'il y a une personne qui est aussi en face et d'être resté dans ce rapport, à l'autre et quelquefois, ben, il y a des émotions, il y a des choses qui arrivent et d'un coup on perd ce niveau de conscience, de cette conscience-là et se revenir dans son axe, c'est toujours un exercice, à rester, focal, focus avec soi et avec les autres. Et cette conscience, en fait, c'est comme ça. C'est vraiment, une petite voix qui écoute en permanence et qu'on sent, ce flux, verser, déverser et parler avec l'autre, même avec nous-mêmes, en final. Oui, c'est assez magique de réaliser que on peut faire plein d'expériences différentes, mais on peut jamais être en dehors de la conscience. Mmh, Simplement, ce qui en est restitué peut être différent à certains moments. tout à fait et juste, est-ce que tu as un message à faire passer, quelque chose qui vient de toi par rapport aux auditeurs un message? Peut-être, parce que c'est vraiment ma joie, c'est si chacun, pouvait prendre quelques secondes pour s'installer dans cette réalité, que ce qu'il offre à la vie est si unique et si parfait qu'il est absolument irremplaçable et complet en lui-même et que la vie, heu, même dans sa dimension la plus cosmique, n'est pas complète sans lui ou sans elle. Et que c'est, heu, j'aime cette expression qui dit que Dieu se connaît à travers l'expérience de chacun d'entre nous. Pour moi, c'est tout à fait vrai et chacun est important à ce point-là et irremplaçable à ce point-là. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez-la, commentez-la, si vous avez des questions à poser, commentez, à la suite de la vidéo sur YouTube. Heu, je transmettrai, des questions à Sophie, hem et de toute façon, je mettrai en description de la vidéo le lien, de sa chaîne YouTube et de son site internet parce qu'elle fait aussi des ateliers, elle fait plein de choses Sophie pour la rencontrer aussi et allez la rencontrer dans le sud. Il fait chaud, il fait beau. Là, nous sommes à Paris, c'est pas la même une température. Mais merci, de partager, merci de liker. Ça permettra de me faire d'autres vidéos pour apporter une démystification de la conscience. Merci infiniment pour ton travail et pour cette rencontre, qui était un vrai délice, plaisir pour moi. Merci beaucoup Sophie. Merci.